Bonjour à tous. Je suis heureux d'ouvrir cet après-midi en présence de deux grands avocats du barreau de Paris qui sont avec nous aujourd'hui pour vous parler de leur expérience en tant qu'avocat d'affaires. Alors c'est une journée un peu particulière. Cette première partie justement de l'après-midi, c'est une partie qui a été mise entre les mains des étudiants. Donc je tiens vraiment à vous féliciter et à vous remercier. Si vous le permettez, une petite parenthèse par rapport à ce que ça représente pour un doyen lorsque les étudiants prennent le pouvoir. Alors, il y a 5 ans et demi, j'avais fait un rêve. En tout cas, je me rasais tous les matins pour être doyen. Je suis devenu doyen, très bien. Et après, j'ai fait un rêve, c'était comment est-ce que je peux renouer effectivement avec les étudiants et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les étudiants reprennent le pouvoir, mais qu'ils le prennent en pensant à la fois à la fête, il ne faut pas oublier de faire la fête, mais aussi à autre chose, et qu'ils investissent des domaines dans lesquels, effectivement, on avait une sorte de privilège, une sorte de monopole au profit des enseignants-chercheurs. Et ces thèmes, c'était pourquoi pas les éléments culturels, pourquoi pas les questions liées à notre discipline, à la réflexion, à la recherche, pourquoi pas par rapport à l'avenir de nos professions, qu'on ne soit pas les seuls responsables, effectivement, de ce que vous allez devenir, mais qu'on porte cette question ensemble. Et c'est ainsi qu'un grand nombre d'associations ont vu le jour. On est passé quand même au début de mon décanat de 5 associations à 35 associations actives au sein de la faculté de droit, parmi lesquelles on en trouve une que je mets particulièrement en valeur aujourd'hui, c'est l'association Cultura Juris. Alors merci Cultura Juris pour tout ce que vous faites, merci pour vos activités et merci d'avoir effectivement décidé et choisi d'évoquer ensemble aujourd'hui avec ces deux grands spécialistes l'avenir, votre avenir, et en particulier dans le cadre de la profession d'avocat d'affaires. Ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte de former nos étudiants aux nouvelles technologies et surtout de faire en sorte qu'ils soient ouverts aux transformations, effectivement, que nous sommes en train de subir en tant que profession. Et l'essentiel, c'était effectivement d'être conscient que nos professions vont certainement muter, qu'on a des nouveaux enjeux que nous devons prendre en considération et que cela, il ne faut pas juste les regarder de loin, mais il faut les vivre et il faut faire en sorte de transformer vos études. Le meilleur moyen pour être conscient justement de ces transformations et de ces évolutions, c'est d'être au contact des professionnels du droit et ils sont là pour vous, pour échanger avec vous. Alors un grand merci à Christophe Degrave, avocat au barreau de Paris, spécialiste en propriété intellectuelle et sur les questions liées aux marques en particulier, membre de plusieurs associations et du Conseil européen des marques. Et un grand merci aussi à Camille Aéry, grand ami de cette maison, membre de notre Conseil de perfectionnement, qui est spécialiste aussi en droit pénal des affaires et qui a été aussi à l'origine du rapport sur l'avenir de la profession d'avocat qui nous a beaucoup inspiré dans les choix que nous avons faits sur le plan académique. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir sur cette première partie de la conférence et j'espère que les débats seront fructueux pour tous. Un grand merci aussi aux étudiants de BLM, puisque j'ai promis à Madame Logier que je le dirai, puisque 2 des étudiants de BLM animent cette conférence. Bonne conférence à tous. Bonjour à toutes et tous, bonsoir. Merci pour votre présence à cet événement organisé par l'association Cultura Juris, dont je suis fier d'être le président. Je tiens tout d'abord à remercier la faculté libre de droit de nous avoir permis d'organiser cette conférence et d'être à nos côtés pour chaque conférence que nous organisons. Je tiens également à remercier mon équipe pour son implication. L'objectif de la conférence de ce soir est de vous permettre d'avoir un regard plus précis sur le métier d'avocat et également de découvrir les multiples facettes que ce métier couvre. Pour ce faire, nous avons ce soir avec nous de brillants avocats inscrits au barreau de Paris. Maître Christophe Degrave. Maître Degrave, vous connaissez l'affection que je vous porte. Cela fait un certain temps que nous avions envisagé votre venue et je suis ravi que cela se concrétise enfin ce soir. Maître Camille Aéry, l'intérêt que je porte à vos travaux et l'admiration que j'ai pour l'avocat que vous êtes font que votre présence ce soir me réjouit. Et en tout cas, je suis très honoré de vous recevoir tous les deux ce soir. J'ai souhaité confier l'animation de cette conférence à 2 amis, Johan Ledu et Thomas Testo, qui, chers intervenants, je l'espère, seront vos futurs confrères. Voilà le mot plus personnel. Avant de passer la parole à Johan et à Thomas pour entrer dans le vif du sujet, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Alors, bonjour à tous, merci à tous d'être venus si nombreux ce soir. Donc, Johan Ledu, en licence 3 Business Law et Management à la FLD ainsi qu'à l'EDEC. Je suis très honoré de pouvoir conduire cet échange ce soir avec vous. Peut-être un petit point sur le déroulé de l'heure et demie, peut-être qui
qui nous attend. D'abord, peut-être un temps de la réflexion où nous convoquerons les expériences de nos invités sur les questions notamment des mutations de la profession d'avocat, notamment en matière de nouvelles technologies. On se posera ces questions-là juste après. Et puis également une partie sur éventuellement la stratégie académique à adopter pour vous, étudiants d'aujourd'hui, pour mieux appréhender les mutations de demain, quelles compétences développer. On en parlera juste après. Et peut-être qu'on aura quelques minutes aussi pour répondre à vos questions. Donc si jamais vous avez des questions, notez-les bien. On gardera quelques minutes pour vous juste après. Merci beaucoup. Bonsoir, j'espère que vous êtes tous bien installés. Thomas Testo, également en licence 3 Business Law Management, également honoré d'animer cette conférence. Ça fait maintenant quelques mois qu'on a hâte. Maître Ayri, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours, des domaines dans lesquels vous intervenez? Volontiers. Je renouvelle mes salutations. Et puis je voudrais quand même dire que je suis très heureux d'être là. Et je vous remercie d'être là. Parce que c'est une super fac. Et ça me fait très plaisir d'être avec le doyen Panoussis régulièrement en contact. Je pense que vous avez, sincèrement, je le dis sans failloter, vous avez beaucoup de chance d'être dans une fac dans laquelle il y a une réflexion prospective à la fois sur le contenu et sur les méthodes pédagogiques. C'est très très important et on y reviendra certainement dans la deuxième partie de nos propos. J'ai 23 ans presque de barreau. J'ai toujours fait du judiciaire. Mon parcours a toujours été d'être un avocat de judiciaire, d'abord dans une structure traditionnelle, puis dans un cabinet d'affaires français. Et depuis 2 ans et demi, je gère la pratique contentieux, civil, commercial, pénal et enquête de régulateurs d'un cabinet américain basé à Paris qui s'appelle Queen Emmanuel. Et Queen a comme spécificité d'être un cabinet global. Nous sommes 900 avocats dans le monde, dans 23 bureaux, dans 10 pays, et nous ne faisons que du contentieux. Nous n'avons aucune activité de nature transactionnelle. Nous ne faisons pas de fusion-acquisition. C'est 900 personnes qui ne font que du contentieux. Et voilà, et ça, j'ai toujours fait ça. Et une des raisons pour laquelle j'ai voulu rejoindre une structure comme celle-ci, c'est parce que je crois énormément à la globalisation du droit, et je trouve que les questions nées de la globalisation des échanges économiques et des droits et de l'interrégulation, de l'émergence de nombreux régulateurs, du dialogue entre ces régulateurs, créent des questions juridiques absolument passionnantes et j'avais envie de les traiter. Et donc j'avais envie de rejoindre une structure internationale après avoir bossé pendant 18 ans dans une structure que j'adore et qui est une structure strictement française. Voilà. Sur mon parcours. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être avocat, Maître Ayri? Si c'est pas trop indiscret. Non, je vais vous dire la vérité. En fait, j'étais pas assez bon en maths pour faire des sciences et je voulais manger. Donc j'ai fait du droit parce que je me suis dit que c'était le seul endroit où, en étant mauvais en maths, je pouvais espérer gagner ma vie à peu près correctement. Ça, c'est vraiment à l'origine. En fait, je suis rentré à la fac de droit parce que c'est une boutade. Je suis rentré dans une fac de droit parce que j'ai toujours adoré, pas le droit que je connaissais pas, je ne viens pas d'une famille de juristes, mais j'ai voulu faire des études de droit parce que je trouvais que le droit en tant que langage social était assez intéressant, en tant qu'outil de pacification et par construction en tant qu'espace de débat, parce qu'il y a forcément des questions d'interprétation, et j'adorais le débat, je trouvais ça intéressant, la confrontation des idées. Et donc naturellement, ça m'a amené, au fur et à mesure que les études se consolidaient, à me tourner vers la profession d'avocat, parce que je trouve qu'il y a en plus une forme de noblesse mythologique que cette profession conserve. C'est la plus belle profession du monde. Il n'y a pas de sujet, je suis désolé. C'est le plus beau métier du monde. Merci voilà. À tous. J'avais envie de faire le plus beau métier du monde. Merci beaucoup, Maître Ayri. Maître Degrave, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours? Merci. De vos expériences, des domaines dans lesquels vous intervenez? Alors tout d'abord, merci aussi à mon tour de remercier Cultura Juris et Monsieur le doyen de nous accueillir ici et l'Université libre de droit. Donc, chers futurs confrères, je voulais vous dire que moi j'ai un parcours, on va dire, beaucoup plus atypique que mon confrère Camille, c'est-à-dire que je me suis retrouvé en droit, on va dire un peu par hasard, après une scolarité un peu compliquée.
voilà, pour tout vous raconter, très rapidement, à 18 ans, j'arrête l'école après mon bac et je veux m'engager dans l'armée. L'armée, finalement, après un an de service militaire, je me rends compte que c'est pas trop mon truc quand même. Donc, finalement, qu'est-ce que je fais? J'étais pas très bon élève au lycée, donc bon, j'étais d'une famille, moi, plutôt de juristes. J'avais un grand-père qui a été bâtonnier et j'ai un oncle et parrain qui était avocat, donc voilà, qui me poussait vers le droit. Je ne me sentais pas trop arriver à la fac, donc je me retrouve en IUT de droit, par choix. Et là, j'ai un prof de droit constitutionnel qui me passionne et qui me donne envie de creuser la matière, non pas du droit constitutionnel, mais du droit en général. Et là, j'ai suivi un cursus là, beaucoup plus classique, c'est-à-dire qu'après un IUT de droit, qui est une entrée, on peut dire par la petite porte, mais c'est une entrée quand même, je me retrouve à la fac et après, je termine par un Master 1 de droit des affaires et de fiscalité à Assas, à l'Université de Paris 2. Et ensuite, je fais un Master 2 au Panthéon, toujours dans le cadre de Paris 2. Et là, je choisis la propriété industrielle. Donc, je m'oriente vers le droit des marques. Et à l'époque, il y avait les conseils juridiques et il y avait les avocats. Et les conseils juridiques et les avocats ont fusionné au début des années 90 et je me suis retrouvé donc conseil en propriété industrielle, qui est un titre spécifique aux conseillers en matière de marque et de brevets. Et je passe 10 ans dans un gros cabinet français où je finis par être associé. Mais au bout de 10 ans, vous exercerez une profession libérale. Voilà. Après, chacun son parcours, mais moi, j'avais envie de voler de mes propres ailes, j'avais envie d'une autonomie totale. Et donc, j'ai créé mon cabinet au bout de 10 ans. Et là, ça fait 20 ans. Et maintenant, on est un cabinet donc, qui fait que du droit des marques, du droit de la propriété. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du droit des marques, parce que le droit des marques, c'est pas que la contrefaçon, c'est la valorisation, c'est un actif incorporel des entreprises. Donc, c'est une valeur importante et il y a des sociétés qui ne sont valorisées quasiment que par leur marque, par la valeur de leur portefeuille de marque. Donc voilà, mon parcours est celui-là et je suis donc un avocat, plutôt un conseil, c'est-à-dire que je plaide très peu personnellement. On a un département qui plaide dans mon cabinet, on est 18, mais je plaide assez peu et je fais plutôt de la stratégie et du conseil, tout en portant le très honorable titre d'avocat dont je suis malgré tout très fier, même si j'exerce ma profession de façon différente de mon confrère à ma droite. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Je vous propose maintenant de rentrer directement dans le vif du sujet, puisque, vous l'aurez compris, donc les bouleversements liés au numérique, à la digitalisation de la profession vont être la tangente de cette discussion. Alors, ma question est très simple, finalement. Quel est l'état actuel des nouvelles technologies dans les cabinets, dans vos cabinets, maîtres? Est-ce qu'on parle d'omniprésence? On entend beaucoup parler de nouvelles technologies. On a vu cette semaine le village des Legal Tech à Paris, peut-être éventuellement la pratique du droit 2.0. Finalement, qu'en est-il réellement aujourd'hui dans vos cabinets, maîtres? Alors, je garde le micro. Alors, effectivement, bon, les nouvelles technologies, il n'est pas question de lutter par un conservatisme déplacé sur la profession d'avocat qui doit rester l'apanage absolu des cabinets et avec une façon d'exercer trop académique, si je puis dire, et je dirais même maintenant ancienne. Il faut vivre avec son temps. On utilise énormément, alors là je vais parler dans mon petit domaine qui est une niche, le droit des marques, c'est une niche du droit des affaires. On utilise évidemment beaucoup d'outils. Nos clients ont accès directement à leur portefeuille de marque que nous gérons, etc. Toute chose qui était strictement impossible il y a encore quelques années. Moi, j'ai commencé à bosser en 91. On était encore avec des fax et il y avait même des téléx. Enfin, je veux dire, on travaillait évidemment pas du tout de la même façon. Et aujourd'hui, les jeunes
que nous recrutons. Alors moi, je suis peut-être un tout petit peu largué maintenant, mais j'essaie de rester au contact. Les jeunes que nous recrutons sont des jeunes à qui, enfin, quand on regarde le parcours et quand on regarde le profil des jeunes filles ou des jeunes hommes que nous recrutons, on regarde l'aspect nouvelle tech, évidemment, l'utilisation de tous les outils informatiques qui vont bien au-delà de mes connaissances à moi, mais on a besoin d'avoir ce soutien du sang jeune qui peut nous permettre de rester, encore une fois, au contact de la réalité d'aujourd'hui. Et puis, je vous passe les détails. Je ne parle pas encore de conseils des Legal Tech qui donnent... On ne fait pas ça, nous. On ne donne pas de conseils en ligne comme ça. On a nos clients de façon assez classique, mais on utilise tout un tas d'outils absolument indispensables dans notre métier aujourd'hui. Et celui qui n'a pas ces outils, aujourd'hui, est un peu perdu. En tout cas, je parle encore une fois pour ma partie. Et je vais même vous préciser une chose, c'est que quand vous êtes avocat, pour ouvrir un cabinet, il vous suffit d'avoir des locaux, d'avoir votre titre bien sûr, de vous inscrire au barreau de l'endroit où vous êtes, et puis d'acheter un ordinateur. Basta. Et là, vous êtes avocat. Et vous pouvez exercer la profession avec votre spécialité. Moi, dans ma spécialité, on est en plus obligé d'avoir un logiciel. Bon, on a tous des logiciels, mais un logiciel de gestion de portefeuille de marque qui est le gros de mon activité. Et ça, c'est un investissement qui est très lourd pour nous. Ce qui est, dans le métier d'avocat, on n'a pas de machine à acheter à part des ordinateurs. Là, on a, nous, un outil absolument indispensable. Je passe les logiciels, les abonnements aux logiciels de jurisprudence, etc., qui sont déterminants. Mais donc, on a besoin, évidemment, des outils de nouvelles technologies de façon indispensable. Effectivement, je rejoins entièrement ce qui a été dit en termes de besoins. Bon, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre de la nature de votre activité et de la manière dont vous communiquez avec les clients. Nous, notre clientèle est essentiellement une clientèle de groupes français et internationaux. Donc nous n'avons pas, en termes de contact et de relation avec eux, besoin, j'allais dire, d'une appli qui nous permette d'aller dialoguer de manière particulière. Nous, l'essentiel, à part les outils évidemment de bureautique, de communication que nous avons tous, c'est autour de la gestion documentaire. Les grandes enquêtes internationales nécessitent de revoir des millions de pages de documents, de les analyser, d'avoir des outils d'intelligence artificielle qui permettent de balayer les documents à travers des mots-clés, de créer du nuage, de les segmenter, voilà, de faire apparaître des échanges qui contiennent toute une série de terminologies qui peuvent éventuellement provoquer des risques, en tout cas voilà, éveiller une attention. Et dans la plupart des enquêtes sur lesquelles nous travaillons, nous utilisons ce type de logiciel qui nous permet de référencer des documents et de les analyser. Et alors, je ne sais pas si je suis en train peut-être d'anticiper une question ultérieure, mais je pense que parce que vous parliez tout à l'heure de ce formidable rendez-vous qui a été à la Cité des Sciences et de l'Industrie au cours de ces 2 dernières journées, le grand village des Legal Tech, où plusieurs dizaines, de très nombreuses Legal Tech ont démontré le dynamisme de la filière des Legal Tech en France, puisque les offres émergent un peu partout. Mais ce que je voudrais juste dire, et nous en débattrons, vous pourriez ne pas être d'accord, c'est que je pense que quel que soit le nombre de Legal Tech qui existent dans notre filière juridique, n'y en aurait-il que 2, et pas 100. N'y en aurait-il qu'une seule. Le numérique a déjà transformé notre profession. Pas pour des raisons de technologie, mais tout simplement parce que le numérique a déjà transformé le rapport que nous entretenons avec le monde. Il a transformé le rapport que le client, que chacun d'entre nous, en tant que consommateur, de biens ou de services, pas forcément consommateur de droits, la manière dont chacun d'entre nous, aujourd'hui, appréhende son rapport au monde, son rapport à l'information et à la connaissance, son rapport à l'acte d'achat de biens ou de services. Et donc, qu'on le veuille ou non, un client aujourd'hui n'a plus la même patience et le même rapport à un prestataire de service qu'il pouvait en avoir il y a 10 ans, tout simplement parce que nous avons été transformés lentement par l'utilisation de nos smartphones. Tout simplement parce que nous avons aujourd'hui un rapport à la connaissance, quelle que soit la matière. Si demain je décide de m'intéresser à la physique quantique, je suis incapable de vous dire ce que c'est, j'ai une vague idée. Je sais que je pourrais trouver facilement sur Internet, en source ouverte, beaucoup d'informations qui me permettront d'aborder une discussion avec un spécialiste de physique quantique, avec un état d'ignorance un tout petit peu diminué. Et le droit, qui a longtemps été une connaissance quasiment monopolistique,
qui étaient enfermés dans un formalisme, des grandes bibliothèques, des grimoires, des livres épais, etc., aujourd'hui est un produit qui est quand même de libre parcours. Donc le rapport à la connaissance, le rapport à la transmission, le rapport à l'acquisition de services, le rapport à la notation, tout ceci nous a déjà transformés les uns les autres dans cette pièce, sans même qu'on parle des legal tech. Donc nous ne pouvons plus, nous, aujourd'hui, juristes ou avocats, parler au monde, proposer nos services au monde, qui est des legal tech ou pas, de la même manière. Tout simplement parce que nos clients ont changé. Et donc c'est une révolution anthropologique que celle du numérique. Et elle est presque, elle n'est pas décorrélée, mais elle est presque indépendante dans son impact de l'offre de services juridiques en ligne qui peut exister à un niveau de maturité dans un marché. C'est là-dessus, moi, que j'essaie d'attirer un peu l'attention lorsque j'ai la chance de pouvoir discuter de ça. Ça nous oblige à être différents dans notre rapport aux clients et à nos semblables. Et pardonnez-moi, mais par-delà même le bouleversement, comme vous le disiez, anthropologique, qu'en est-il des technologies qui poursuivent l'objectif du fameux juriste augmenté, pardonnez-moi le gros mot, mais intelligence artificielle, bon, on n'est pas tous d'accord sur la terminologie, mais est-ce que c'est une réalité aujourd'hui dans les cabinets d'avocats, quand on parle de justice prédictive, de toutes ces choses-là, et finalement aussi en fonction de la structure? J'imagine qu'il y a aussi des différences entre les petites, les moyennes, les grandes structures. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Volontiers, c'est pas ma conférence, hein. J'espère que mon camarade va aussi s'exprimer, mais je dis juste un mot puisque j'ai le micro et que vous m'avez aimablement interpellé là-dessus. Alors, tout ce qui est justice prédictive, qui est en fait de l'aide à la décision, en tout cas qui est une espèce de capacité de rationaliser toute une série d'informations juridiques et judiciaires qui est désormais rassemblée, est effectivement quelque chose qui va changer une partie de notre rapport au risque. Il n'y aura pas de 6 PO qui vont plaider à notre place. Il n'y aura pas de R2D2 qui va décider à la place des juges. Ça n'arrivera pas, ça. En revanche, ce que nous pouvons à peu près concevoir comme évolution, loi Le Maire, accessibilité bientôt d'à peu près 12 millions de décisions sur des bases de données versus 5 aujourd'hui. Augmentation des capacités de traitement et de stockage qui font en sorte que là où vous aviez des appareils qui crunchaient de la data et qui vous permettaient d'analyser une décision judiciaire avec 6 ou 7 critères, vous en aurez demain. Demain, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, vous aurez 15, 20 critères. C'est-à-dire que vous pourrez trouver des décisions dans lesquelles vous avez la même couleur de la salle de réunion dans laquelle le contentieux est né. Vous pourrez entrer vraiment dans la granularité. Et vous aurez plus de décisions. Et nous savons que l'intelligence artificielle se nourrit essentiellement de grandes masses de données. Pour être précise, elle a besoin d'intégrer énormément de données. Ensuite, il y a un marché, tout simplement, de la justice prédictive. Il y a quelques solutions qui sont en train de naître. Et comme tous les marchés, il y aura une concentration. Et il y aura dans le monde, probablement, et je ne veux pas être messianique, 4 ou 5 grandes offres qui seront reconnues par tous les spécialistes comme étant des offres fiables. Donc, qu'est-ce qui se passera dans nos vies d'avocats et de juristes dans 2 ans, dans 3 ans, lorsque nous aurons tous accès à peu près aux mêmes bases et qu'il y aura un contentieux éventuellement qui pourrait nous opposer, Christophe et moi, et que l'un et l'autre nous regarderons les mêmes bases et que nous aurons des décisions de plus en plus précises qui permettront de déterminer par exemple que Christophe a sur tel et tel argument 85% de chances de gagner. Ma marge de manœuvre judiciaire sera quasi réduite à néant. C'est-à-dire qu'une partie quand même de la vérité judiciaire, juridique, plus précise, plus dense, plus accessible par tous, donc beaucoup plus universellement reconnue, sera là. Et les conséquences que l'on peut y voir, il y aura des enjeux de formation, on y reviendra, c'est peut-être aussi que nous risquons de glisser d'une analyse juridique vers une analyse factuelle. Nous pourrions peut-être glisser d'une culture du droit civil où nous interpréterons la norme, où on est encore dans cette espèce d'esprit un peu chevaleresque qui consiste à aller essayer d'arracher une interprétation nouvelle à une chambre civile ou commerciale. Voilà. On travaille sur le droit, on travaille sur le droit écrit, sur la norme, on essaie de l'interpréter. Eh bien ça, ce sera probablement marginalisé par une analyse du fait. Et quand vous demandez qui sont les principaux investisseurs en matière de justice prédictive, ce sont qui, à votre avis? Ce sont les compagnies d'assurance. Ce sont celles qui gèrent les risques. Et donc, il y aura une actuarisation, peut-être, de la gestion du risque, avec des grandes compensations en procès, puisqu'il y en a un qui arrivera, il y aura sur 250 de mes affaires contre toi, où j'assure telle partie
j'ai 85% de chances de gagner, et puis il y aura des compensations. Donc il risque d'y avoir peut-être une déjudiciarisation. En amont, on n'osera plus affronter un débat qui de toute façon sera d'une certaine manière un peu sapé ou balisé par l'émergence de toute cette information qui sera disponible et qui sera fiable. Il est peut-être là le risque. Je ne veux pas dire qu'il est réel ou évident, mais ça risque d'être, selon moi, en tout cas sur le plan judiciaire, une des dérives de cet accès à une information de plus en plus précise. En fait, ce dont on est en train de parler, me semble-t-il, c'est une numérisation ou une informatisation de la recherche de jurisprudence, puisqu'en fait, c'est par rapport à un certain nombre de données, on va essayer de donner une tendance, comme disait Camille, voilà, 85% de chances de réussite en fonction de tel et tel critère. Moi, alors là, j'ai une forme de conservatisme, dans le sens où la justice prédictive dont on est en train de parler, c'est assez vertigineux pour moi. C'est une espèce de fosse dans laquelle j'ai pas envie de me lancer. Mais je crois que la justice doit être rendue par les hommes et évidemment pour les hommes. Donc c'est pas les machines qui vont nous remplacer. Je le souhaite très sincèrement. Et d'autre part, je pense que ce que décrit Camille très brillamment, je crois que c'est valable sur certains critères ou dans certains domaines comme le droit des assurances. Effectivement, là, peut-être que c'est plus automatisé, mais en matière de oh, pardon, vous entendiez ce que je disais? Peut-être pas tout à fait, pardon. Ce que je disais, c'est que il y a beaucoup de matières du droit où il y a une appréciation extrêmement subjective, et je parle là aussi pour ma partie, l'analyse du risque de confusion entre deux marques, pardon pour cette parenthèse très précise de mon domaine, une machine ne va pas pouvoir l'analyser de la même façon qu'un homme. C'est-à-dire, d'ailleurs, la loi parle du risque de confusion pour un public d'attention moyenne, c'est-à-dire un citoyen lambda. Je ne sais pas comment la machine pourrait arriver à définir ce citoyen lambda et avoir cette perception des choses. Et les choses évoluant avec le temps, avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, bah le risque de confusion, évidemment, s'analyse différemment avec le temps qui passe. Donc je crois, je sais qu'on va avoir du mal à lutter, je sais que les choses vont très vite, et quand Camille parle d'un futur à 3, 4, 5 ans, c'est peut-être, ça commencera peut-être dans 6 mois, parce que ça va tellement vite aujourd'hui. Moi, je rappellerai que d'après une étude que j'ai vue, et je dévie un tout petit peu, mais on dit qu'en 2050, 50% des métiers qu'on pratique aujourd'hui n'existeront plus. En 2050, c'est demain. Donc le droit, ça va vite aussi. Et je pense que ces questions de justice prédictive doivent nous interpeller, on doit se poser des questions, on doit réfléchir à tout ça. Mais je crois qu'il faut garder les pieds sur terre et rester avec une confiance solide en l'humain, quoi. J'espère, en tout cas, moi. Alors, est-ce que vous pensez que ce genre de scepticisme, de conservatisme, en fait, pourrait être combattu? C'est péjoratif. Ouais, mais j'ai utilisé le mot. Est-ce que vous pensez que, on va dire, scepticisme peut être combattu? Une espèce de retenue, quoi, voilà, qui est peut-être due à mon âge aussi, mais bon... Une résistance. Une résistance, allez. Est-ce que cette résistance pourrait être combattue par une régulation, peut-être de la part des pouvoirs publics? Je pense à Doctrine, la Legal Tech, qui donne en fait un accès beaucoup plus simplifié à des décisions de jurisprudence. C'est un moteur de recherche qui permet de trouver une décision très, très précisément. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics, à travers des décisions de justice ou une réglementation, pourraient vous rassurer en fait, sur l'utilisation de ces outils et des nouvelles offres
proposer à travers ces nouvelles technologies? Alors, moi, très clairement, je ne suis absolument pas opposé à l'utilisation de ces outils, qui sont des outils d'accélération des recherches et de facilitation, de facilité du travail. À l'évidence, on a besoin. Moi, alors, pardon de revenir encore sur mon domaine, mais on a un outil jurisprudentiel qui est extrêmement performant, c'est-à-dire qu'on met 2 noms, il suffit qu'il y ait une syllabe commune avec la dernière lettre du mot commune, et ça va nous sortir quasiment des stats de possibilités. Donc là, oui, je rejoins tout à fait l'utilisation de l'outil. Je ne vois pas comment on peut réguler ça. Après, est-ce que c'est l'outil qui va rendre la décision? C'est ça qui me fait peur, moi. Parce que la justice prédictive, à son paroxysme, c'est ça. Si je ne me trompe, enfin, tu es peut-être plus calé que moi là-dessus, mais c'est ça qui m'inquiète un peu. Tout ce qui est outils de travail, c'est évidemment indispensable. Il faut vivre avec son temps. On a absolument besoin de ces outils. Moi, ça fait des années que je n'ai pas ouvert un jurisclasseur, pour être très franc. Je n'ai plus besoin de ça. J'ai d'autres outils qui me permettent d'aller beaucoup plus vite. Mais quelque part, c'est le même travail, mais facilité à l'extrême, si je puis dire. C'est quand même un gain de temps et d'efficacité. Et moi, je pense à titre personnel, mais peut-être pour les stagiaires ou les futurs stagiaires présents dans l'amphi, on est amené à faire des recherches jurisprudentielles. C'est également peut-être un gain d'efficacité pour les stagiaires, ce qui nous permettrait de travailler sur d'autres tâches peut-être plus enrichissantes. Mais au-delà aussi parce que là, du coup, on parlait de justice prédictive et puis d'outils qui accélèrent la profession, le travail de l'avocat. Comment est-ce que le métier d'avocat peut s'articuler aussi autour des legal tech qui sont plus orientés sur, par exemple, la facilitation contractuelle, notamment sur la définition de telle ou telle clause? Comment finalement le métier d'avocat, la pratique du droit va s'articuler autour de ces technologies? Est-ce que ça va estomper le travail de l'avocat, lui faire perdre de la valeur? Quel regard est-ce que vous portez là-dessus? Je peux dire un mot, mais alors, effectivement, bon, si les legal tech, c'est rendre des consultations juridiques, je vais caricaturer, hein, pardon Camille, mais à 50 € quand tu les factures dans un cabinet 500, forcément, on peut penser que le travail effectué est un peu dévalorisé. Moi, je pense qu'il faut séparer différentes choses. Il y a en matière de droit commercial, il y a des contrats types, voilà, qui nécessitent des aménagements toujours. C'est jamais du 100% identique, ou c'est extrêmement rare, pardon. Mais donc, voilà, on ne peut pas lutter contre la reprise de ces contrats-là, même si c'est nous qui les avons élaborés. Bon, voilà, c'est repris. Ça c'est pas très grave. Et je ne pense pas que ça nuise à notre travail, etc. En revanche, pour ce qui est des consultations juridiques, moi, je crois beaucoup en l'intuitu personnel. Moi, j'ai une clientèle, contrairement au cabinet de Camille, moi, j'ai une clientèle principalement de PME. Je tiens d'ailleurs à préciser, parfois des grosses PME qui sont avec des vocations internationales. Et dans ma clientèle, j'ai beaucoup d'anciennes start-up. Donc, ils font quand même appel, qui pourraient utiliser les legal tech, puisque c'est un peu leur ADN. Oui, c'est public, donc je peux en parler, mais je travaille pour Uber, je travaille pour Twitter, j'ai travaillé pour Facebook, je travaille pour Doctolib, et puis dans un autre registre, Michel et Augustin, qui sont des gens qu'on accompagne depuis toujours, et qui, en fait, ont un ADN plus jeune et qui sont évidemment très impliqués dans les métiers de l'informatique. Mais malgré tout, ces gens-là viennent nous consulter et sont prêts à payer le prix d'un cabinet d'avocats pour une réflexion plus posée, plus recherchée,
plus approfondie qu'un premier conseil. Mais je pense que les legal tech sont intéressantes, évidemment, pour orienter peut-être, mais je ne suis pas certain que ce soit une finalité de faire régler ces problèmes juridiques qui peuvent être complexes par des organismes comme ça, quoi. Surtout animés par des jeunes avocats souvent. La contradiction. Non, je pense que je rejoins entièrement ce que dit Christophe. Ce qui est intéressant, je trouve, avec l'émergence des legal tech, c'est qu'elle va occuper un espace qu'on a oublié. Les avocats, il faut le reconnaître, se sont longtemps projetés comme étant des artisans sur tous les sujets, quelle que soit la nature des sujets sur lesquels vous les interrogez. On était opaque financièrement, on a toujours été un peu mystérieux, avec notre déontologie qui était quelque chose de magnifique, mais notre histoire, on était parfois un peu inaccessible. Et le numérique, c'est l'inverse de ça. Le numérique, c'est l'impatience, c'est la géolocalisation. Je veux quelqu'un, je veux un avocat à 14h45. Trouve-moi un avocat à 14h45, dans la spécialité qui m'intéresse. Et puis, il y a des prestations qui sont malgré tout des prestations balisées. Donc nous pouvons tous rêver que, je ne sais pas moi, des conditions générales d'utilisation, des statuts d'entreprise, un pacte d'actionnaires simple, un contrat de travail simple sont des œuvres extraordinairement sophistiquées. Elles ne le sont pas toujours. Elles ne le sont pas toujours. Et donc, des gens qui ont mieux compris les besoins et les attentes des clients ont réalisé qu'en proposant des services qui étaient relativement balisés, avec une tarification visible, lisible, accessible, avec un système de notation qui nous permettait de nous mettre nous-mêmes un peu en danger dans la manière dont on projetait ce service, ils pouvaient capter des besoins nouveaux. Il y a peut-être des gens qui n'auraient peut-être pas consulté un avocat, même pour lui donner 50 € pour avoir un contrat, qui ont acheté un service à 50 € et qui est un service juridique. Donc ça pose aussi la question de l'émergence peut-être de besoins nouveaux. Peut-être que nous prenons plus la voiture parce qu'il y a Uber. Peut-être que je commande plus de choses à manger le soir parce que Deliveroo, c'est plus simple. Et que c'est un besoin nouveau qui a été rendu possible. Peut-être que j'achète beaucoup plus de choses, de conneries, pardon, parce que j'ai Amazon qui me permet d'acheter en 3 clics plein de conneries tout le temps. Donc, il y a des besoins nouveaux qui ont été générés. La seule chose, je pense, qu'il faut avoir aussi à l'esprit, et Christophe le soulignait avec justesse, c'est que le consommateur n'est pas idiot. Je pense que c'est une erreur d'aller voir le consommateur en lui disant « Vous achetez un contrat à 50 €, le contrat à 5 000 € que je vous ferai est nécessairement meilleur. » Il le sait. Il est nécessairement meilleur. Parce qu'il est le fruit d'une réflexion plus attentive, plus riche, plus dense, avec un dialogue plus important sur la définition des besoins. Ce n'est pas un produit standardisé qu'une analyse d'un contrat ou que la rédaction d'un contrat à 5 000 €. Mais le consommateur panache ses besoins, tout comme nous panachons de besoins. Il nous arrive de vouloir absolument acheter, je ne sais pas moi, une paire de chaussures pour laquelle on économise. Mais de la même manière, je sais que demain, il est possible que je m'achète une paire de chaussures dans un hypermarché. Parce que ce jour-là, j'ai besoin d'une paire de chaussures à 20 € pour un besoin spécifique. Ou tout simplement parce que je n'ai pas encore les moyens de m'acheter la paire de chaussures. Et on panache. Vous avez peut-être envie de manger du foie gras qui vient d'un super charcutier. Et vous avez aussi l'occasion d'aller manger quelque chose. Il y a un rapport maintenant, je pense, à une sorte de fragmentation de notre offre qu'il faut que nous acceptions. Et une des parties des erreurs, je pense, structurelles de notre profession a été de voir l'émergence de ces offres nouvelles qui correspondaient à un besoin silencieux que nous n'avions pas identifié et de ne répondre à cela qu'en opposant historiquement l'avocat pétri de sa déontologie et de son savoir-faire historique, l'avocat artisan d'art, alors que ce n'était plus exactement le seul besoin qui était exprimé par le client. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui va chez un hard discount pour s'acheter à manger en lui disant « Allez à la grande épicerie du bon marché, acheter de la mortadelle d'Italie à 75 € le kilo. » Parce que le type, il va vous répondre, il va dire « Mais j'ai pas les moyens, je peux pas. » Ou alors « Aujourd'hui, c'est de ça dont j'ai besoin, j'irai demain, plus tard, quand ma boîte ira mieux. » Donc il y a une sorte de rapport aujourd'hui beaucoup plus assumé à des besoins en droit qui sont différents, et ce que ça oblige pour nous, qui avons toujours perçu le marché du droit comme un marché extraordinairement univoque, même s'il y avait des TPE, des PME, des grands groupes, mais on l'a toujours quand même un peu perçu comme ayant un besoin identique. Que vous soyez en TPE, en PME ou en grand groupe, on a toujours considéré que le besoin de droit était le même.
Or, le besoin de droit n'est pas le même. Et c'est à nous aujourd'hui d'assumer, je pense, par une vision prospective de ce que sont nos cabinets, le marché auquel nous voulons nous adresser. Vous pouvez décider d'être Zara. C'est formidable, c'est un des plus beaux groupes au monde. On peut être Zara. Peut-être que Christophe a un autre regard sur la marque, etc., sur les pratiques de Zara, mais je trouve que c'est extraordinaire. Budget publicitaire de Zara dans le monde? Budget publicitaire de Zara dans le monde? Combien? Publicitaire, combien? 0. Budget publicitaire de Zara dans le monde, 0. Tout le monde connaît Zara. C'est une réussite extraordinaire. Bon, ce n'est pas des vêtements dont on va penser qu'on va les transmettre à ses enfants, etc. Peut-être pas. Mais c'est un besoin. Donc il y a cette espèce de fragmentation et il faut qu'on accepte, voilà, est-ce que vous voulez être Zara ou vous voulez être Hermès? Et c'est merveilleux d'être l'un ou l'autre. C'est merveilleux et c'est tout à fait honorable de vouloir être l'un ou l'autre. Et je pense que c'est ça auquel les nouvelles technologies nous invitent désormais, parce qu'elles rendent le besoin de droit différencié avec une acceptation dans chaque segment de ce marché de ses grandeurs et de ses servitudes. Et nous avons peut-être eu un décalage dans la compréhension de ce besoin chez nos clients. Voilà, pour moi, il est un peu là, le sujet. On va passer à une seconde partie qui va peut-être, qui j'espère va intéresser les étudiants dans cette salle. Concernant les compétences, autant les compétences techniques, les hard skills, les compétences dures, que les compétences soft. Quelles sont pour vous les compétences nécessaires à l'étudiant juriste et au juriste, pour utiliser l'expression de Johan, du juriste 2.0 Qu'en pensez-vous? Alors déjà, dans ma partie, le juriste 2.0, j'ai du mal à l'identifier parce que pour exercer mon métier, ou en tout cas le métier de conseil en propriété industrielle, pour être avocat, il faut passer évidemment aujourd'hui ou le barreau ou avoir une équivalence, mais pour le métier de conseil en propriété industrielle, qui est un autre secteur qui était mon ancien métier, il fallait avoir une pratique professionnelle, un examen professionnel. Donc les bases pour exercer son métier, c'était déjà celle-là. Si tu n'as pas ces clés, si tu n'as pas ces diplômes ou ces titres, le métier t'est fermé déjà. Donc le 2.0, il vient après. C'est-à-dire que après, effectivement, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est la nécessité de se former aux outils. Enfin, je parle des outils professionnels parce qu'effectivement, aujourd'hui, on fait les réunions en conf call, on peut parler à un Australien, un Japonais, un Américain de l'Est, un Américain de l'Ouest, tout en étant à Paris, en même temps, et on fait une réunion, virtuelle. Enfin, tout le monde connaît ça. Donc ça, évidemment, c'est impératif de maîtriser ça. Et après, ce sont les outils dont on parlait tout à l'heure, les outils de recherche de jurisprudence notamment, qui sont évidemment des outils déterminants pour nous. Après, le jour où on veut déposer une marque, aujourd'hui, ça ne se fait plus qu'électroniquement. Il n'y a plus de procédure papier. Ça a disparu. Donc, ça a été... Moi, j'ai connu, évidemment, la procédure papier. C'était encore il n'y a pas si longtemps. Du jour au lendemain, il a fait... Enfin, du jour au lendemain, il y a eu une période de transition. Mais il a fallu, évidemment, passer... Et puis... les échanges de conclusions aujourd'hui se font électroniquement, enfin avec la clé e-barreau. Enfin, bref, on a des, enfin la justice s'informatise beaucoup et le conseil aussi. Mais là, on vit avec notre temps. J'ai envie de dire, on n'est pas précurseur, on est dans le train et on suit la locomotive qui fonce et on n'a pas le choix que de la suivre. Celui qui ne suit pas ça, il est mort.
enfin, je veux dire, professionnellement, il est mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cabinet, encore une fois dans ma partie, un cabinet qui n'a pas un logiciel performant de gestion de portefeuille, qui n'a pas les moyens, qui ne donne pas les moyens d'accès à son portefeuille, à ses clients, etc., le client part en courant. On n'a pas d'autre choix. On est obligé de rester connecté. Donc moi, l'étudiant ou l'étudiant qui sort de la fac que je prends en stage ou celui qui est diplômé et que je vais embaucher, il faut pour moi qu'il maîtrise ces outils-là. J'ajouterais une chose qui n'est pas dans le thème d'aujourd'hui, c'est l'anglais. Aujourd'hui, apprenez l'informatique, apprenez à utiliser les outils, mais sachez parler anglais. Aujourd'hui, dans mon métier, un collaborateur, peu importe, même une assistante, une paralegal, comme on appelle ça, qui ne parle pas anglais, on ne l'apprend pas. Je pense qu'à part quelques secteurs du droit, si on se spécialise en divorce, peut-être ou en droit de la famille franco-français, peut-être qu'on a moins besoin de ça. Mais dans les métiers du droit des affaires, c'est absolument indispensable. Donc, enfin voilà, ça fait partie de la formation qu'il faut avoir, et ça fait partie de cette formation qu'il faut avoir dans son bagage le jour où on se présente dans un cabinet pour aller chercher du boulot. Ça, c'est indispensable, me semble-t-il. Vous avez évoqué un point évidemment important qui est celui des soft skills. Si vous regardez les travaux du World Economic Forum, chaque année, ils font un rapport sur les qualités qu'il faut avoir développées pour les professions intellectuelles dans 10 ans. Il n'y a plus aucune activité, il n'y a plus aucune connaissance académique, en fait. Il n'y en a plus. C'est la créativité, le travail en équipe, l'écoute active, enfin bref, toutes les qualités qui constituent cette espèce de famille qu'on appelle les soft skills. Et c'est absolument nécessaire d'aller au-devant de ces qualités, pour plusieurs raisons. D'abord parce que elles vous permettront une adaptabilité là où le droit sera en constante transformation. Moi, j'ai 23 ans de barreau, mais j'ai vu des pans entiers du droit s'effondrer, entre guillemets, en termes de pratique, perdre de la valeur. Quelqu'un qui faisait, je sais pas moi, de la rupture brutale des relations commerciales établies, cette année, il s'est rendu compte qu'avec de nouvelles normes, au bout de 18 mois, voilà, la moitié des contentieux va s'effondrer. Ceux qui font du droit du travail et du licenciement savent qu'avec les barèmes, qui finiront par être plus ou moins stabilisés à un moment ou à un autre d'une certaine manière, le contentieux prud'homal va changer de nature. Il y a des pans entiers d'activité. La vie sociale des entreprises n'est plus une activité à laquelle se consacraient historiquement certains de nos confrères. Et par ailleurs, nous ne sommes pas à l'abri, et c'est la beauté de ce métier, de transformation de notre propre pratique. Moi, je ne fais pas ce pourquoi j'ai été formé. J'ai fait du droit européen des affaires, du droit européen public, pardon, et j'ai fait du droit de l'informatique. Je ne pratique plus aucune, je n'ai jamais, je pense, pratiqué aucune de ces matières dans le cadre de mes 23 années d'exercice professionnel. Et puis demain, il y aura une rencontre professionnelle qui fera en sorte que vous rencontrerez un dirigeant d'entreprise et vous diversifierez votre activité juridique avec lui. Donc, même si, et je le dis très humblement dans une enceinte universitaire, si la connaissance académique est importante, ce n'est pas le principal obstacle à l'exercice de la profession. Le principal obstacle, selon moi, c'est d'être capable de se projeter, d'être capable de créer de l'énergie, de faire venir des bons professionnels autour de soi et de générer une attractivité vis-à-vis du marché. Et ça, ce sont des qualités intellectuelles, de sensibilité, des qualités humaines qui font en sorte qu'on va vous adapter. On va vous adopter, pardon. Parce que c'est une adoption, en fait. Il y a 67 000 avocats de grands talents. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent Christophe? Il y a de très très bons spécialistes de droit des marques. Mais pourquoi certains choisissent Christophe? Mais parce qu'au moment où il leur arrive quelque chose, ils se disent « c'est à lui que j'ai confiance, c'est avec lui que j'ai envie de travailler ». Il y a quelque chose dans son rapport au monde, à ses collaborateurs, à son travail, etc., qui me donne envie de l'appeler lui. Et c'est pas seulement, ce sont ses connaissances techniques, mais c'est autre chose aussi. Donc la notion d'intelligence émotionnelle, de soft skill, est absolument essentielle. Les professions, la formation, la pédagogie sont en train de se transformer. La seule chose que je voudrais vous dire, qui est très importante, selon moi, c'est que vous n'avez pas à attendre qu'on vienne vous les servir sur un plateau. Soyez heureux que vos universités vous les apportent, mais rien ne vous empêche d'acheter demain un bouquin sur les soft skills. Amazon, 3 clics, 20 €. Vous les avez.
On les a tous, les 20 euros là. On les a, ces 20 euros. Pour changer votre avenir, ces 20 euros, vous les avez. Acheter un bouquin sur l'intelligence émotionnelle, vous pouvez le faire demain. Peut-être que dans un an, votre université vous proposera des cours. Peut-être que dans les écoles professionnelles d'avocats, demain, on proposera une formation là-dessus. Mais vous serez déjà en avance, parce que vous aurez lu un ou deux bouquins. Si vous êtes conscient que ce sont des sujets importants, équipez-vous vous-même. Lisez 3 livres, il y en a un qui sera bon, d'autres qui seront moins intéressants, etc. Allez au-devant de ces savoirs et de ces apprentissages. Allez au-devant de ces savoirs et de ces apprentissages sans attendre qu'on vienne vous les mettre entre les mains. Parce que la vitesse de déplacement des super tankers que sont les grands établissements d'enseignement sont malheureusement parfois un peu lents. Je sais qu'ils ont des contraintes importantes, mais si vous considérez que ce sont des sujets importants, allez au-devant de ces apprentissages vous-même maintenant. Ça, c'est très très important. C'est là que ça se joue. Les talents que vous serez capable de rassembler autour de vous. Mon bureau, mon téléphone ne sont que des commodités. On se bat, nous les avocats, pour avoir des beaux bureaux, des belles salles de réunion, etc. C'est de la commodité. Si demain mon cabinet brûle, je le recommence avec mes semblables, avec mes collègues, au bistrot le lendemain matin, et on continue, comme si de rien n'était. Donc ça veut bien dire que ce qui nous réunit, c'est l'intelligence, l'énergie, l'engagement qu'on est capable de créer. Ça, c'est pas du droit, ça. C'est exclusivement de l'humain. C'est exclusivement de l'humain. C'est Shakespeare. What you are is the company you keep. Ce sont les gens que vous êtes capable de retenir autour de vous. Votre mobilité, les clients que vous retenez, votre liberté de vous déplacer dans cette profession, d'être indépendant. Je ne me plais plus dans cet espace, je veux aller dans un autre espace. Quelle est ma valeur économique? Ma valeur économique est à peu près équivalente à la valeur humaine que je suis capable de déployer pour faire en sorte que des gens, des organisations puissantes continuent de me faire confiance et maintiennent ma valeur sur le marché. Et ça, c'est que de l'intelligence humaine. C'est de l'expertise, ça viendra, mais c'est avant tout de l'intelligence humaine. Et ça s'apprend, hein. C'est pas compliqué. Hein. On ne naît pas chef d'entreprise, on le devient, on l'apprend, etc. Il y a des écoles, il y a des livres. Donc c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de chacun d'entre nous, je vous assure. Et il est là pour moi l'enjeu. Donc il faut vraiment accentuer le travail sur ces sujets, je pense, individuellement et collectivement. Merci beaucoup. Pardon, tu voulais dire un truc, Thomas? Non, j'allais dire so you are the company we keep today. Merci beaucoup en tout cas merci beaucoup pour ces précieux conseils très pratico-pratiques. J'espère que vous avez pris bonne note. Je peux préciser juste un mot. Bien sûr. Juste un mot sur l'évolution de nos métiers et le super tanker que décrivait Camille. On est dans des métiers qui bougent assez vite et il faut s'adapter. Ce que rappelait mon confrère. Quand on a créé notre cabinet il y a 20 ans, on l'a appelé Atmark, @MARK. C'était le début des problématiques de nom de domaine. C'était en 2000, ça commençait à vibrer un petit peu, mais c'était encore très peu travaillé par les cabinets d'avocats. Nous, on s'est positionné tout de suite là-dessus parce qu'on essaie de nulle part et il fallait bien qu'on ait une spécificité qu'on voulait mettre en avant. Donc, on a travaillé là-dessus. Et depuis 2 ans et demi, on travaille beaucoup et on a recruté au sein du cabinet pour ça. On travaille beaucoup sur les RGPD. Vous avez entendu parler de la protection des données personnelles et c'est quelque chose qui est en dehors du droit des marques, mais qui est quand même connexe au droit des personnalités, etc. Donc on essaie de faire évoluer notre métier parce que, et j'en terminerai sur ce point et peut-être sur mon propos, je pense, et je vais pas déprimer les passionnés de propriété industrielle, je l'espère, mais je pense que le fait de vivre pour des cabinets comme le mien sur des dépôts de marque, mais tout ce qui va autour, la valorisation, les contrats, les conflits, les négociations, les coexistences, etc. Mais le fait de vivre sur des dépôts de marque, ça, je pense que ça n'a plus d'avenir. Et quand je dis ça hérisse le poil de ma profession. Mais je pense que le dépôt de marque, c'est quelque chose, bientôt, c'est déjà le cas.
vous pouvez déposer vous-même une marque sur Internet. J'ai envie de dire, c'est simple. Après, il y a des problématiques juridiques qui me permettent de défendre mon bout de gras et mon métier. Mais il n'empêche que c'est relativement simple. Et je suis convaincu que demain, dans quelques années, ou au moins dans quelques années, j'aurais peut-être arrêté de travailler d'ici là, mais on appuiera, on fera un clic et votre protection, elle sera mondiale, puisque c'est déjà le cas aujourd'hui. Vous avez, quand on veut déposer une marque en Europe, on n'est pas obligé de passer par 28 pays comme on le faisait auparavant, ce qui était extrêmement intéressant en termes de chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, en un clic, vous couvrez 28 pays de l'Union européenne, bientôt 27, mais encore 28. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aussi faire évoluer nos métiers, nos spécificités. Même quand on est dans une toute petite niche, il y a encore des terrains sur lesquels il faut prospecter. Et les RGPD, c'est vraiment un domaine sur lequel que nous développons au sein du cabinet, qui est nouveau pour nous. Et on a dû recruter des plus jeunes juristes que nous, plus axés là-dessus, quoi. J'ai une question sur la globalisation du droit dont vous parliez tout à l'heure, Maître Aïri. Hier soir, Donald Trump a promulgué une loi sur les sanctions américaines à Hong Kong, dans une Hong Kong Democracy and Human Rights Act. Je me demandais, comme le monde des affaires, de la politique est assez indépendant en Chine, est-ce que cela a un impact pour vos clients là-bas? Et qu'est-ce que vous leur recommandez de faire pour être en conformité avec ça? Je vous remercie. Je dirais question facile. C'est un peu rapide là, votre truc. Vous voulez que je fasse une consultation juridique sur le contrôle des exportations vers la Chine? Je vais vous dire une des banalités. La question de la souveraineté économique des États et de l'utilisation du droit et de la loi ou des enquêtes pour asseoir une souveraineté économique est un sujet dont on parle de plus en plus. Le député Raphaël Gauvain a sorti un rapport que je vous invite à regarder, qui est assez intéressant sur l'extraterritorialité des lois américaines, sur les dispositifs de renforcement de la protection de la France. Donc il y a un sujet effectivement autour de la globalisation, des questions de souveraineté, des orbites juridictionnelles. On réfléchit en France à traire dans notre orbite juridictionnelle des sujets étrangers, justement pour peser sur la vie économique. Et nous avons également une pratique. Le doyen Panoussis, qui est spécialiste de ces questions, n'est pas avec nous, mais c'est vrai que la question des droits de l'homme et de l'activité économique des pays dans des zones de conflit est devenue un sujet absolument prégnant. Donc, ce sont des domaines d'ailleurs qui vont se développer. Et lorsqu'on parle avec les étudiants, ils sont de plus en plus attirés vers cette espèce de confrontation entre le droit international public et la vie des affaires. Je n'ai pas de réponse à votre question sur ce qui va se passer. Il va de soi que les entreprises, d'abord il y a une période de mise en œuvre, mais pour prendre des exemples analogues, les sanctions contre un certain nombre de pays obligent les entreprises à redéployer ou à replier une partie de leur activité. On le fait. On en souffre. On n'est pas content. J'ai accompagné des entreprises qui ont été obligées de refermer complètement leur activité en Iran à la suite des nouvelles sanctions qui ont été imposées par les États-Unis du jour au lendemain, alors qu'il y avait eu une ouverture par le 5+1 européen vis-à-vis de l'Iran et qu'il y a eu toute une série d'investissements. Donc ça fait partie de la vie des affaires, c'est à nous d'accompagner les clients, de voir ce qui est faisable ou pas, de négocier avec les régulateurs. Attention, les choses ne sont pas aussi binaires, même si c'est souvent la manière dont le président Trump, que vous avez cité, les évoque. Derrière, il y a quand même une administration. Derrière, il y a une phase transitoire. Derrière, il y a des licences que l'on peut obtenir. Donc, pour prendre exactement ce que je ferais face à une information comme celle-ci, nous avons évidemment une pratique très importante en matière de contrôle des exportations. Nos spécialistes, on a des bureaux en Chine, donc on va évidemment commencer à regarder, pour vous dire exactement ce qu'on fait, on a déjà un plan qui a été, des emails qui ont été échangés au cours de cette nuit au sein du cabinet. On va analyser, on va avoir des conférences internes pour savoir comment on se positionne, et on va appeler tous nos clients qui sont exposés en disant voilà, on va venir vers vous, on est à votre disposition pour voir s'il y a une partie de votre activité que vous devez restreindre, sous quelle forme, dans quelles conditions, quelles sont les licences qu'on pourrait éventuellement demander au département d'État. Voilà, ça fait partie de notre vie. Voilà, je ne suis même pas certain de vous donner une information qui soit extraordinairement sophistiquée, j'invente rien. Ce serait des sanctions contre Cuba, ce serait des sanctions contre la Russie, contre, j'ai cité l'Iran, ce serait exactement la même chose. Le droit change, des événements se produisent dans notre écosystème, nous les analysons, nous voyons les espaces qui nous restent,
et on propose cette valeur ajoutée à nos clients. Donc votre question, au fond, on peut presque la transposer dans n'importe quelle grande réforme qui toucherait même le droit français. Imaginez que dans la nuit de demain après-demain, une décision de la, je sais pas moi, de la Cour de cassation vienne bouleverser la procédure pénale. Eh ben, dès le lendemain, on analysera les conséquences sur les procédures en cours, la manière dont on peut rebondir, etc. C'est les grandeurs et les servitudes de notre vie de juriste. Pour ceux qui veulent se diriger vers le droit des affaires, quelles seraient pour vous en fait les qualités d'un juriste, pas forcément 2.0, mais un juriste qui veut faire du droit des affaires? Merci. Déjà une appétence soutenue pour le sujet, et puis le droit des affaires, c'est extrêmement large. Comme j'ai essayé de le décrire un tout petit peu, moi je suis dans une toute petite niche du droit des affaires, mais c'est extrêmement large. Donc évidemment, vous l'avez rappelé, il y a une formation à suivre. Et puis après, est-ce qu'on veut être fiscaliste? Est-ce qu'on veut se spécialiser dans le droit des contrats? Est-ce qu'on veut faire du droit des marques, du droit des brevets? Là, c'est vraiment votre goût de la chose qui va vous orienter. Et je ne parle pas de vos résultats universitaires, dont je ne doute pas qu'ils seront excellents, mais je veux dire, une fois qu'on a ça, c'est vraiment... Il y a des gens qui sont très attirés par le droit de la famille, c'est tout à fait respectable. Le droit des affaires, toutes les matières du droit sont respectables. Comme le rappelait Camille Herry, c'est le plus beau métier du monde. C'est le métier où on défend des causes. Alors, des causes qui peuvent être vulgairement commerciales, j'ai envie de dire, par rapport à la liberté d'un individu qui risque non plus la peine de mort, mais qui peut risquer la prison à perpétuité. L'enjeu est majeur. Quand on parle d'intérêt économique, ça paraît plus vulgaire par rapport à d'autres causes. Mais donc, je ne sais pas quoi vous répondre, si ce n'est que de creuser, dans le cours de vos études, de réfléchir, de passer du temps, de lire, d'acheter des ouvrages peut-être, de temps en temps, de discuter avec des professionnels. Moi, je le dis là, j'aurai peut-être l'occasion de le dire un peu plus tard, mais je serais ravi de répondre à vos questions et de laisser mes coordonnées s'il y a des gens qui veulent me contacter après pour avoir un entretien plus particulier. Je serais heureux de répondre, parce que c'est en discutant avec des professionnels qui vont vous raconter leur vie professionnelle, leur vie de tous les jours, que ça va vous attirer ou au contraire vous faire fuir. Donc je pense que c'est propre à chacun, en dehors du cursus universitaire qui est là et est imposé à tous. Merci beaucoup, Christophe. On va devoir arrêter la conférence, le temps presse. La cérémonie d'ouverture du bus d'accès au droit se déroule juste dehors, donc on va devoir laisser la parole à Madame Logy. Oui, alors je voulais vous remercier. Je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement.